journal. Maintenant sur TPT+. Place journal. Un homme informé est un homme libre. Tout de suite, notre session d'information. Les populations semblent prendre conscience de l'intérêt de se faire vacciner contre la COVID-19. Depuis hier 29 septembre, elles prennent d'assaut le CSI de Mvumvu très tôt le matin et cela volontairement pour participer à l'atteinte de l'immunité collective. Seulement, ces populations en sortent déçues parce que les conditions de la vaccination en masse ne sont pas réunies. Prince Azouka pour ce reportage. On aurait cru être devant une banque ou une boulangerie en voyant ce fil d'attente. Mais non, nous sommes bel et bien au CSI de Mvumvu, l'un des centres retenus pour la vaccination contre le coronavirus COVID-19. Il est présentement 5h40 lorsque nous réalisons ce reportage. Ce centre a été pris d'assaut par les citoyens voulant se faire inoculer ce vaccin anti-Covid. Lors de la 27e réunion de la Task Force près de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus COVID-19 sous la très haute autorité de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, où dans les prévisions, l'on veut atteindre 30% des vaccinés d'ici décembre 2021 dans la quête de l'immunité collective. Des mesures ont été prises, parmi lesquelles rendre obligatoire la présentation du certificat ou attestation de vaccination pour tout déplacement pour air, route, chemin de fer ou voie navigable entre les grandes agglomérations du pays. Moi je suis venu ici, vous avez vu, 6h, autour de 6h05, 6h5 minutes. Mais quand je suis venu, il y a déjà un rang un peu plus long déjà. Je suis mis dans le rang, curieusement, on nous a dit que c'est impossible parce que les agents qui sont occupés de vaccination ne sont qu'à 2. Et mais je me demande pourquoi ne pas décentraliser. Il y a un dispensaire à Mawata, Jeanne Vial, comme ça les gens peuvent aller là-bas que de s'occuper ici en Mvumvu. Cet afflux des candidats volontaires à la vaccination au CSI de Mvumvu dans le 2e arrondissement doit être certainement qu'un échantillon des nombreux candidats à la vaccination anti-Covid-19 à travers le pays. Toutes les barrières anti-vaccin Covid doivent être en train de tomber. Vivement l'immunité collective et la relance économique attendue. Autre chose dans ce journal, devenu le principal raccourci pour les usagers de la route, désireux de se rendre rapidement au Font-Tchétché et au centre-ville de Pointe-Noire. Depuis le début des travaux sur l'avenue de Maluango, les avenues Bruno Chikaya et Gérard Bichindou sont dans un état de dégradation avancée. Un marasme qui ne laisse pas indifférents les usagers de la route qui ont exprimé leur désarroi dans ce reportage de Milano Royal. L'avenue Gérard Bichindou et l'avenue Bruno Chikaya dans le 2e arrondissement Mvumvu sont devenus depuis un certain temps des raccourcis permettant aux usagers de la route désireux de se rendre rapidement au Font-Tchétché et au centre-ville par la ligne 8 sur l'avenue de Maluango ou de Matende de s'y rendre sans encombre. Sauf qu'en cette saison pluvieuse, l'avenue Bruno Chikaya et l'avenue Gérard Bichindou, juste à l'endroit où s'arrêtent les Daleks du quartier Culotte, sont dans un piteux état. En cette saison des pluies, ces avenues se présentent le plus souvent sous leur mauvais jour, c'est-à-dire boueuses, sujettes aux embourbements des véhicules qui s'y aventurent, créant ainsi des embouteillages monstres qui mettent à mal la fluidité de la circulation des véhicules, ce qui n'arrange guère les usagers de la route et même les populations environnantes qui lancent déjà un cri d'alarme. Vraiment, on est vraiment fatigué de vivre les choses comme ça là. On a barré là-bas. On a même arrangé la route de ici, on laisse seulement comme ça là. Nous le cheveux là, regardez là-bas vous-même. On est fatigué de vivre les choses comme ça là. Quand même, faut d'abord arranger d'abord ici. Nous ne sommes qu'au tout début de la saison pluvieuse, la saison que tous ceux des quartiers dits précaires redoutent,
que déjà les plaintes se font légion. A fortiori, quand la saison atteindra son apogée, les prix du transport seront sans doute revus à la hausse, le phénomène demi-terrain accentué, et dans tout cela, le comble est que ce sont les pauvres citoyens qui en font les frais, le panier de la ménagère toujours menacé, malgré le fait qu'il soit déjà égorgé par cette double crise qui cisaille le pays. Encore une fois, aux autorités compétentes de prendre la mesure de la chose. Cet endroit est connu aujourd'hui pour être devenu la bête noire des conducteurs des véhicules et autres usagers de la route. Il s'agit du carrefour de l'avenue Zachary Costode et le boulevard de la Ceinture dans le 2e arrondissement Vunvu qui disent source d'accidents récurrents de circulation faute du manque d'allô sur le caniveau traversant justement ce carrefour. Un constat de Milano Royal et Mérios. Ce n'est pas du tout la première fois qu'un accident de ce genre se produit à cet endroit, disent les habitants de ce quartier et les usagers de la route. Malheureusement, les pouvoirs publics ne semblent pas en avoir conscience. Ce véhicule de voyage lourdement chargé a failli tout simplement se renverser avec tout son chargement et les passagers à bord lorsque sa roue arrière s'est enfoncée dans ce caniveau devenu la bête noire des chauffeurs. Pour ce énième accident, un habitant du quartier s'insurge de la nonchalance de la municipalité face à ce problème qu'il juge minime. À chaque fois, on a toujours des problèmes ici. La Camille, Balukaka, la fin d'année, Braliko, pour la publicité, pardon. Et Panza Massangao, ils connaissent. Comment moi, et quoi ça va, camion qui le couille. Et Kamara chaque jour. Est-ce que la mairie a beaucoup de bisous vraiment? Attends, Mawa, avec la bisous de Mawa, on a passé. Alors, c'est la forte des Sarasimo. Ce croisement de l'avenue Zachary Costade et du boulevard de la Ceinture donnant sur le marché Mayaka n'est pas son premier accident de ce genre. Faute juste d'un dallo pouvant permettre aux véhicules de circuler aisément. Là encore, l'on en parle assez banalement parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Dieu merci, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Comment on peut vivre comme ça dans ce pays comme ça? Ça va le but dans le bâté. Imaginez une minute qu'il y aurait eu perte en vies humaines, à qui aurait été attribué le tort ou la responsabilité de cet accident. Vous comprenez tout de suite qu'il est impérieux que la municipalité prenne à bras-le-corps ses responsabilités pour que vive la sécurité routière et la circulation des biens et personnes en toute quiétude dans la capitale économique. Développer un pays, c'est aussi prendre en compte la culture de la promotion. Sous d'autres cieux, le mérite est l'unité de mesure de la promotion, mais dans bien de pays d'Afrique, la médiocrité semble être l'unité de mesure. Ainsi, promotion par mérite ou par médiocrité, Chief Chivongo nous en parle. Promotion, qu'est-ce à dire? Pour quelle utilité dans la société ou dans la communauté? Nous avons mis ce jour un point d'honneur à fouiller la nature de ce mot, dont le bon usage peut voir une nation se développer et le mauvais usage tirera naturellement la nation vers le bas, donc vers un sous-développement, mais chronique. En effet, promotion selon le dictionnaire, c'est la nomination, l'élévation d'une ou de plusieurs personnes à une dignité ou à un emploi supérieur. Compris comme ça, la nomination ou l'élévation à une dignité ou à une fonction supérieure devrait donc être dictée par certains critères ou principes qui régulent la vie en société et contribuent au bien-être des communautés. Voilà qui doit préoccuper le dignitaire, le roi, le président, le chef qui jouit de la prérogative ou du pouvoir discrétionnaire de nommer ou d'élever. Parmi les principes ou critères qui concourent à une nomination ou à une élévation figure en bonne place le mérite. Et celui qui mérite, c'est bien celui qui est digne de récompense par ses talents ou par ses services. S'il nous plaît, par ses talents ou par ses services. Il n'est pas dit par son appartenance ethnique, filiation familiale, politique, par son argent, son sexe, sa religion, sa jeunesse ou par sa vieillesse. Bref, il n'est pas aussi dit par ses fétiches, sa signature à une loge telle qu'elle soit. La promotion ne dépend pas de tout ça, mais de ses talents et ses services.
Seulement voilà, dans la plupart des nations sous-développées, appelées autrefois nations du tiers-monde, les promotions se font jusqu'ici par dette morale. Hélas, plusieurs pesanteurs politiciennes influencent les nominations. Des pesanteurs qui ne prennent pas malheureusement en compte les intérêts de la communauté, si ce n'est, pour la plupart des cas, les intérêts égoïstes de celui qui a l'avantage de nommer ou de son club d'amis ou de ses petits copains et copines. Voilà qui frise la médiocrité. Une médiocrité qui alimente la pauvreté socio-économique et ce sont les populations qui en pâtissent. À la vérité, la promotion par médiocrité, le cas échéant dans les services publics, rend le médiocre nommé fanfaron, au point de penser que les lignes budgétaires allouées pour le fonctionnement de son département deviennent son porte-monnaie au mépris du développement des services publics. Les Congolais attendent la promotion d'un Premier ministre et de son équipe gouvernementale. Leur promotion se fera-t-elle par mérite ou par médiocrité? La réponse à cette question déterminera les résultats que produiront ce deuxième quinquennat de Denis Sassou Nguesso. Poursuivant ce journal, le gouvernement Makosso est à ce jour à plus de 100 jours depuis qu'il a été mis en place. Quelle évaluation aujourd'hui, 100 jours après? Fort de toutes les promesses faites au peuple lors de la présentation du programme d'action du gouvernement. Les 100 jours du gouvernement Makosso, quelle évaluation est l'objet de ce reportage de Chivongo. Suivons. Si au lendemain de la promulgation de ce gouvernement dit Anatole Coliné Makosso, les critiques tous azimuts avaient commencé. Pour les uns, il ne fallait pas telle tête, tel profil, tel effectif, et pour les autres, le temps n'était pas à la critique. Les ministres viennent d'être nommés et qu'il fallait leur laisser le temps de travailler et ainsi les juger au pied du mur. C'est ce qu'on appelle au management des affaires l'évaluation. Or que de par le monde, il est de notoriété publique d'évaluer le programme d'action d'un gouvernement 100 jours après sa mise en place. Car le gouvernement est appelé à donner des réponses choc aux maux qui minent la population dans les 100 jours qui suivent sa prise de fonction. Tels des défis à relever au Premier ministre de renchérir le jour de la présentation de son programme d'action aux parlementaires que son gouvernement est un gouvernement des défis et des batailles. Tout sera mis en œuvre pour que l'État soit véritablement fort. L'autorité de l'État ne se négociera pas. La loi et l'autorité seront, plus que dans le passé, mises en avant en toutes circonstances. Seulement voilà, au lendemain des 100 jours à date échue, rien a semblé bouger entre les lignes. Les défis et batailles mentionnés autrefois, de la santé aux infrastructures tous azimuts, en passant par l'éducation, la culture, l'eau, l'électricité, le tourisme, l'économie, le foncier, bref, même les procédures administratives, tout est en l'état. Sinon, dans d'autres secteurs, les problèmes se sont empirés. S'évaluant lui-même, le PEM a plutôt servi des excuses au peuple que des solutions attendues. Je voudrais bien faire le miracle et nous nous battons pour qu'on y arrive. Peut-être pas en l'espace de 3 mois, mais très rapidement, nous y arriverons. Alors que le peuple attendait le concret, le PEM s'est encore servi des projets de protocole d'entente paraphés avec les hommes d'affaires français, laissant le peuple sur sa soif. La mission gouvernementale en France avait des objectifs bien précis. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une diplomatie des affaires, d'une diplomatie économique et bien entendu d'une diplomatie politique. On ne pouvait ne pas rapprocher le peuple lui-même pour recueillir à la source son évaluation des 100 jours du gouvernement Makosso. Une brochette des citoyens se sont extériorisés. Bizarrement, les politiques pensent pour la plupart que le peuple ne voit pas et par le fait même incapable d'analyser objectivement les faits. Erreur. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Je l'ai remarqué comme quelque chose à changer. Parce que toujours la crise continue. Donc il n'y a rien qui change. Il nous a promis. Oui, si on doit changer quand même quelque chose. Mais on n'a pas encore vu ça. Au gouvernement Makosso de prendre la mesure de la chose pour rebondir dans les délais en produisant même par orgueil le miracle qu'attend le peuple, celui de l'amélioration de leurs conditions de vie, ne fût-ce que les premières nécessités.
Page internationale à présent. En République démocratique du Congo, les abus des droits de l'homme ont connu une augmentation de 50% par rapport au mois de juillet. Plus d'informations dans ce reportage d'Africa News. En République démocratique du Congo, les abus des droits de l'homme ont connu une augmentation de près de 50% par rapport au mois de juillet. Presque la totalité des violations et atteintes ont été perpétrées dans les régions affectées par les conflits armés en Ituri et le Nord Kivu. Des provinces contrôlées par des militaires depuis mai, mais où l'insécurité persiste. Contrairement au mois de juillet, le rapport du bureau de l'ONU affirme que les forces gouvernementales sont les principaux responsables de ces actes. Ils auraient commis près de 55% des violations, dont des exécutions extrajudiciaires. Quant aux groupes armés, ils sont responsables de 45% des violations et sont cités dans des exécutions sommaires d'au moins 253 personnes. Au Soudan, 11 ans après la fermeture des frontières entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, 4 de ces points de passage vont rouvrir au mois d'octobre. Africa News pour ce reportage. La frontière entre le Soudan et le Sud-Soudan devrait rouvrir. 11 ans après sa fermeture, la frontière terrestre entre les deux anciennes factions rivales verra 4 de ces points de passage rouvrir au mois d'octobre. Cette décision fait suite à l'accord conclu en août dernier entre le président sud-soudanais Salva Kiir et le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. À l'issue de ces pourparlers organisés pour mettre fin à l'impasse qui perdurait entre les deux pays depuis 10 ans, les deux parties ont également affiché leur volonté de mener les actions nécessaires pour lever d'autres obstacles au commerce transfrontalier. Car tout comme cette annonce, la fermeture de la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud a montré l'interdépendance entre les deux pays. Dévastatrice pour leur économie, cette fermeture a perturbé les relations commerciales transfrontalières. Enclavé, le Sud-Soudan dépendait de l'exportation de pétrole brut via le Soudan. Le Soudan, quant à lui, dépendait des droits perçus sur ses exportations, ainsi que sur la vente de biens de consommation vers le Sud-Soudan. L'ouverture de ces relations commerciales leur apporteront des avantages économiques en permettant notamment de créer des emplois ou encore de contribuer à la sécurité alimentaire. Au sujet de la vaccination contre le Covid-19 en Afrique, la révision de cette disposition jugée anachronique aiderait à booster la vaccination sur le continent à travers des doses produites localement. Africa News. À peine un peu plus de 4% des Africains éligibles ont été entièrement vaccinés contre le coronavirus. Au centre de ce retard, le difficile accès aux vaccins dans la production en Afrique est freiné par les droits de propriété intellectuelle, selon le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale. Aussi, appelle-t-il à la révision de cette disposition, jugée anachronique, pour booster la vaccination en Afrique. Cette pandémie a montré que le régime des droits de propriété intellectuelle est dépassé, en particulier pour l'Afrique. Si nous voulons vaincre ces virus, nous devons réexaminer toutes ces questions de licences obligatoires. Si nous avons un régime de droit de propriété intellectuelle qui permet à l'Afrique de produire des vaccins sans être en violation de la loi de l'OMC, c'est ce que nous devons faire. Pour Wamkele Mene, la révision de la règle en matière de brevets facilitera le transfert de technologies nécessaires pour l'industrialisation de l'Afrique, où une zone de libre-échange est entrée en vigueur le 1er janvier, rassemblant plus de 50 économies de l'Algérie à l'Afrique du Sud. Cela va nous permettre de répondre aux impératifs de santé publique de l'Afrique parce que nous serons désormais capables de produire des médicaments génériques. Nous serons désormais capables de produire les vaccins qui sont nécessaires non seulement pour cette pandémie, mais pour les pandémies à venir. Donc, ce régime de droit de propriété intellectuelle, à mon avis, il est au cœur des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. L'Afrique du Sud et l'Inde multiplient des initiatives pour faire sauter temporairement ce verrou. Reste à convaincre des firmes pharmaceutiques qui pensent que cette option pourrait entraver l'innovation.
Nous allons nous séparer sur ce dossier de la rédaction consacrée au cri d'alarme des populations du village Koutou dans le district de Madingokai qui subissent la loi des éléphants sur leurs plantations sans mesure d'accompagnement du gouvernement. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur TPT+. Au revoir. Monsieur le Président de la République, notre terre est fertile et ce ne sont pas les populations paysannes du village Koutou, dans le district de Madingokai, département du Kwilu, qui diront le contraire. Elles sont d'ailleurs pleines d'ambition concernant la production agricole locale à travers une variété de cultures, conscientes que leur terre est fertile. Hélas, confrontées depuis des décennies aux incursions récurrentes des éléphants qui font la loi à leur passage dans leurs champs, situés pourtant même à proximité des domiciles. Il a dévasté, c'est-à-dire il a mangé les bananes, tout le village était là pour l'assister. Et les autres le jetaient même les pierres, les bouteilles, tout là. Après, il a fini par fuir. Il est parti vers là-bas, vers la plaine. Après la plaine, il est rentré en forêt. Il a fait encore un demi-tour. Il a fait ça, il a traversé la voie. Il est rentré de l'autre côté. Mais malgré ça, bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est un animal protégé, on ne peut pas faire autrement. Qui va se porter garant de le tirer? Et puis on n'a pas aussi un spécialiste. C'est ça. Vous êtes là, vous vivez vous-même. Vous avez touché ça, c'est la patate. Nous, quand on fait les champs, on plante un peu de tout. Vous avez les semences de 2 mois, comme les légumes. Vous avez les semences de 6 mois, comme la banane, l'ananas, mais on ne peut plus planter tout ça. On ne peut que planter le manioc. Mais malgré qu'on a choisi seulement le manioc, regardez comment c'est dévasté par les éléphants. Ces jeunes de Koutou luttent il y a des lustres contre le phénomène de l'exode rural, par le fait même contre l'insécurité alimentaire. Ils disent être à bout de souffle. Et pour cause, tous leurs efforts de production sont multipliés par 0. L'espèce faunique intégralement protégée, l'éléphant, dévaste tout. Il crie, mais les autorités compétentes sont beaucoup plus préoccupées par les cris de détresse des pachydermes. Même les mesures d'accompagnement prévues par la loi n'arrivent pas toujours. À ce jour, la population de Koutou est en insécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire encore au village si on continue comme ça? Vraiment, si l'État ne prend pas les mesures d'accompagnement, s'il ne nous donne pas les mesures d'accompagnement, on ne voit même plus que ce qu'il faut faire au village. Bon, allez en ville. En ville, on n'a pas un seul choix. Bon, il faut vivre comment? Si tu n'as pas de moyens. Il faut vivre comment? Les parents sont obligés de répartir quand ils trouvent au moins quelque chose. Il a au moins 2 000, 3 000 francs ou 5 000. Quand ils voyagent à Pont-Noir, qu'est-ce qu'ils font? S'ils trouvent un parent qui lui offre au moins quelque chose, ils payent les sacs de manioc depuis le marché, depuis à Pont-Noir. Ils reviennent avec ça au village, alors que c'est le contraire. Le manioc doit quitter du village pour aller en ville. Mais maintenant, là, chez nous, c'est le contraire. Le manioc quitte Pointe-Noire pour venir ici, afin de faire le manioc, comme explique la maman. Il y a quelques maniocs qu'il va bouffer, mais au mettre au moins 2-3 maniocs sur la voie principale, et les gens payent afin de gagner quelque chose. Alors que c'est aberrant. Si ban me fili mun mo 5000 mo me baka bantu ba me busa ye mun muno sina kukunda mo me baka bantu na kukunda mukana kubasha mbongo mukana banve bani yoshuma na kumanisa kufua ya me bikini ka kuzole wafo shumuke sala bakila mun fuaka wafo shumuke sala na bubobu yayi tali tete basuki mo me fotike na kusala na ku sala kuvanda faso yayi mungongu yayi muke vanda pasi papa wafa shumuke sala tali tete bilanga mu iye tubatu te okepu pe yet botalungiti untimi ba tumi batu meta batu ne moni bo bakala mo ba lungiti ukisirele ma no sitanga na batu mbo sinsa abantu mani bileo vo mete wakanga bu kate kale
ni ga mu to sha shin za be ya le shi sol sha mu shi wal sha shi yi ga no ba bun mu ga balil mu shin za shi donc be to fa chebouye. Quand il détruit le manioc, le manioc tel que ça, si vous prenez, vous enlevez les écorces là, vous mettez dans l'eau, ça ne cuit pas. Ah bon? Ça ne cuit pas. Jamais. Parce que ces pieds-là, je ne sais pas si c'est sacré ou bien c'est... Hein? Je ne sais pas comment faut-il dire. Mais il y a des autres qui font 2 hectares, 3 hectares. Hein? Mais quand vous faites ça, il y a des éléphants. S'ils rentrent comme cela, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Donc, on est tellement trop découragés. Nous avons bénéficié le 7 juin 2021 des visites guidées de quelques plantations de ces paysannes qui ont vieilli dans ces travaux champêtres. Rompues à la tâche, elles persévèrent malgré les menaces des éléphants. Parce quelles n'ont de ressources que ces plantations exposées aux ravages. Tout ça, hein? Vous voyez tout ça. Vous voyez, ça ce ne sont pas les gens, hein? Ça sont les éléphants. Vous voyez comment c'est. C'est même l'exemple. Voilà l'exemple. Ils ont dévasté. Ils ont dévasté. Donc, quand ils dévastent, après maintenant, les pauvres mamans, qu'est-ce qu'ils font? Elle est obligée de reprendre encore à gérer. Donc, voilà. Cette nuit, hein, il est encore pas. Il faut y aller faire mon bon papa. Mukala bakela mon fuaka. Mama bikina baba na Pointe Noire. Si ba me quiz na boile, nza mama nsemedia. Si ba me quiz kudia iki. Ça c'est seulement une partie, c'est-à-dire il reste juste une petite partie. Dans ces visites guidées de leurs plantations, nous nous sommes intéressés aux impacts, sinon aux traces laissées par les pachydermes à leur passage. Entre autres, ces empreintes de leurs pattes formant ces gros trous, ces pistes par eux créées. Leurs excréments, ici déféqués à peine la nuit du 6 au 7 juin, sont encore tout frais. Et la dévastation est toute fraîche. Alors qu'ailleurs, là où ils sont passés il y a quelques jours, les excréments ont séché, comme vous le constatez. Les éléphants font vraiment la loi. Les populations du village Koutou sont permanemment en danger, et pour leur plantation, et même pour leur propre vie. Juste ici. Donc il sort, il a suivi la piste là. Après, il dépasse la maison là, il n'a pas fait attention. Il arrive ici, c'est cette maison là, puis en face encore une maison. Là, il trouve que, là, je suis sorti. Or, s'il avait trouvé de la banane, comme la banane, moi, je l'avais planté de l'autre côté. S'il avait vu la banane là, il ravageait tout. Là, derrière, là, non, là, le village, derrière, là, il passe là, il vient jusqu'à, il passe, il bord, jusqu'à derrière les maisons là-bas. C'est là où il fait aussi la pagaille. Derrière, juste derrière les maisons là. Parfois on crie, on tape, on prend les bidons, les tonneaux, on tape, il crie, il fouille. Et quand il vient comme ça, parfois il n'est pas seul, ils sont au moins 2, 3, 4. Alors ça, on est en sécurité. Là où il marche, vraiment, la place là où il met ses pattes, pouvait planter et puis ça ne va pas produire. Le président de la République a placé ce mandat sous la dynamique de la révolution agricole.
et il entend en faire une priorité pour que la mère patrie ne subisse plus l'importation d'aliments impropres à la consommation. Les populations de Koutou ont bien accueilli cette orientation agricole présidentielle. Mais il y a un mais. Et même s'il peut faire ce projet, s'il y a des éléphants juste à proximité des villages, mais vraiment je pense que c'est un projet qui va rien aboutir. Ici Oui, ici à Koutou. Parce que dès qu'on va faire, le paysan a envie de cultiver. Et surtout qu'il y aura des tracteurs comme promet le monsieur le président. Et le paysan attend, on est attentif, on est pour. Bon maintenant, est-ce que les éléphants vont assister? Donc que le président de la République ou le gouvernement puisse prendre des décisions pour ces animaux-là. Les repousser même, non, c'est le plus loin de nous, afin que nous puissions au moins bien vivre, afin que le projet de monsieur le président puisse au moins aboutir. Au-delà des mesures d'accompagnement, mais qui n'arrivent pas bizarrement depuis Bellurette, sous d'autres cieux, il y a des dispositions ou des moyens de dissuasion des éléphants afin de les éloigner des plantations ou de toute autre activité des populations riveraines des parcs. Le cas échéant du parc national Konkwati-Doli, pour que l'éléphant ne croit pas que nos autorités lui donnent plus de valeur ou plus d'amour qu'elles n'en donnent à nos compatriotes qui ont bravé l'exode rural. Souhait du président de la République. Parce que notre souhait, c'est quoi? C'est de repousser les animaux à côté de nous, qu'ils leur repoussent le plus loin de nous. Et puis créer en sorte une barrière, c'est pas comment ce qu'il va faire. Nous, on entend, dans d'autres pays, il y a des barrières électrisées, hein? Et des barrières électriques plutôt. Là où l'éléphant peut toucher, il sent le courant. Il ne peut plus s'approcher là où nous faisons les champs. Vous voyez? Alors, si l'État pouvait faire autant, vraiment, ça sera profitable pour nous. Même pour l'État aussi. Parce que nous, si on fait le manioc, un homme de l'État qui va passer, il aura besoin de manioc. Si le manioc quitte du village, ça va à Pointe-Noire, en ville, que ça soit à Brazzaville, vous êtes sûr qu'un homme d'État ne mange pas le manioc? Surtout, la meilleure, c'est que ces populations du village Koutou, pour avoir voté massivement au cours du scrutin présidentiel du 21 mars 2021, le candidat qui a pris désormais l'éléphant, le Nzoko, le dévastateur des plantations des paysans pour son logo, et les preuves sont encore sur leur mur, demande aux propriétaires de cet animal, devenu leur ennemi, de remédier à la divagation de ces animaux. Monsieur le Président, comme statut, comme symbole, c'est l'éléphant. Que Monsieur l'État et Monsieur le Président doivent prendre ces mesures avec son animal qu'on appelle l'éléphant. Il doit prendre, c'est-à-dire ces initiatives de protéger, c'est-à-dire de retirer cet animal-là, c'est-à-dire hors de nous, plus loin de nous, pour que nous puissions mieux vivre. Même les hommes politiques. Parce que nous, si on fait le manioc, c'est bon. Moi, tel que moi, là où je vous parle, si je fais un champ, vous êtes sûr que j'aurai encore besoin du travail? Tel que je venais de vous expliquer, moi, je suis un ouvrier. En ce moment-là, je suis en chômage. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je me rabats, j'ai laissé les enfants à Pointe-Noire, d'autres à Brazzaville, comment je vous ai expliqué. Alors, je me suis dit que je dois repartir au village, faire mes champs. Mais maintenant, je viens ici, là, les champs faits sont dévastés par les éléphants, par le statut du président de la République. Que Monsieur le Président de la République, avec tous mes respects, prend ces mesures avec ces animaux. Ou, s'il n'est pas en mesure de repousser ces éléphants-là, il n'a qu'à appliquer les mesures d'accompagnement. Il ne reste plus qu'à compter sur le sens de responsabilité et de diligence des autorités compétentes en vue de voler au secours des populations paysannes du village Koutou qui comptent près de 1000 âmes menacées de famine et de disette par les éléphants.